Nous commencerons l'investigation de notre deuxième collection, réunie plus formellement que thématiquement par le calendrier. Le calendrier est une des expressions les plus anciennes de l'édition et du repérage des structures apparemment cycliques de l'espace et du temps. Et d'autant plus que le sujet de ce calendrier des révoltes est aussi le nom de la reprise d'une volte, d'une boucle, d'un retournement. La révolte est proche parente de la révolution, qui désigna longtemps le retour à sa place initiale, justement après une certaine période, d'un objet céleste tournant autour d'un autre. Mais bien sûr la révolte, la révolution, en sont venus à désigner, au moins après les dites révolutions industrielles et françaises, le retournement des dénominations et des institutions de partage du sensible. Ce calendrier présente la forme de la liste, de l'énumération, qui est la forme la plus fondamentale de la lecture et de l'écriture. En latin, le calendarium est un livre de comptes et le verbe calar signifie appeler, nommer, désigner. L'énumération est la forme initiale du dire. Ainsi, un teller est aussi bien en anglais un conteur d'histoire, tales, qu'un guichetier de banque qui compte l'argent. Ce calendrier, pensé par Mathieu Saladin et réalisé par Jérôme Saint-Lauberbier, rapproche chaque jour de l'année 2016 du jour et date correspondant d'une révolte, d'une émeute, d'une occupation, d'une grève ou d'une manifestation. Ainsi, le vendredi 1er janvier 2016 est associé au vendredi 1er janvier de la Révolution haïtienne de 1804. Ce calendrier inscrit sa liste journalière dans la suite temporelle d'une série de calendriers réalisés par Mathieu Saladin pour des années et des structures diverses depuis 2015. Une grande feuille offset A1 de grammage plutôt léger, pliée d'abord en deux, puis en accordéon 6 plis, consigne la suite numérique des jours et des mois en elzévir renaissante et filet de classe, mais dans un fluo rouge-orangé de soulèvement qui éclate dans le monochrome déployé du verso initialement impliqué au cœur de l'imprimé. Le livre suivant est un format poche un peu généreux, gris clair, dont le rabat inversé de première de couverture en serre, comme en guise d'illustration ou plutôt d'explication, un petit cahier extrait de l'album 13 de Louis Jacob. Ce cahier en sert une petite séquence d'images qui n'apparaissent pas comme étant de la main de l'auteur. Des images publiques, des images trouvées, que Jacob a visiblement collectées et qu'il tisse, qu'il monte, qu'il juxtapose comme une sorte de programme de l'ouvrage. Car cet ouvrage, dirigé par Garance Chabert et Aurélien Moll, et mis en livre par syndicat, se propose de traiter d'artistes dits iconographes. L'icône est un mode spécifique de l'image. Une image non faite de main d'homme dans la tradition byzantine, et qui fonde en même temps notre idée du peintre. Saint Luc est censé avoir inventé la peinture en peignant une apparition, en l'occurrence de la très sainte Vierge. Une image toute faite, en un sens une image trouvée, appropriée, ou du moins repérée, une image désignée, un ready-made. L'iconographie que Pierre Foucheux dit préférée à la traditionnelle illustration a souvent une dimension documentaire, une partie liée à un ailleurs qui la motive, qui la constitue. Le livre alterne sur papier offset à bois jauni prématurément toute une galaxie de figures de la pratique artistique récente, des discussions en gros corps de linéal fonctionnel et de courts textes théoriques en elzévir tardive et composition de lecture. En son cœur, un cahier sur papier couché brillant délivre des travaux de constellation d'images qui ouvriront à une deuxième partie de traduction en anglais international. Dans le texte programmatique des éditeurs de l'ouvrage paru déjà dans la revue Art 21 de l'hiver 2009-2010, on peut lire plusieurs phrases que nous aimerions ici reprendre à notre compte. Aby Warburg expérimenta à la fin de sa vie l'iconographie comme une épistémologie nouvelle, dans laquelle la juxtaposition de reproductions photographiques constituait une méthode d'analyse et de connaissance historique. Après, comme le disent Moll et Chabert, les photomontages des avant-gardes historiques et les installations d'archives des néo-avant-gardes, les auteurs voudraient ajouter à cette généalogie l'hypothèse d'une nouvelle génération d'iconographes qu'ils appelleront astronomes. Astronomes dans le sens de l'iconologie des intervalles de Warburg et de l'idée de constellation, soit un groupe d'étoiles reliées entre elles par le motif qu'elles dessinent. Une astronomie qu'Ingrid Luquegade ne tarde pas quelques pages plus loin à lier à l'ère d'une image open source. Le livre qui suit est toujours de format poche.
cette fois plus petit, toujours imprimé sur papier offset jaune-ivoire avec bois. Mais cette fois, sa couverture se pare d'un rouge brillant et d'une collection joueuse d'objets en défonce gaufrée. Ici, la compilation régulière des images au centre de la partie haute de la page est le support d'un discours, d'une légende, d'une série de conférences retranscrites en Elzévir de Labeur. Comme dans un genre d'imagier, les images scandent et amènent ce qu'on doit ou peut en lire dans le cadre de la séquence d'un long exposé. Un propos labyrinthique qui entrechoque toutes les références et les catégories du savoir et du sentir au sujet de l'apparition de la ville et de ce que l'on a pu appeler l'Anthropocène. Ce labyrinthe, proposé par Olaf Nicolai et Jan Wenzel, et mis en forme et en livre avec Urs Lenny, est autant celui de la première ville néolithique que de ses mythes langagiers du bœuf sédentarisé, de la puissance naturelle amenée à la maison. Autrement dit, en grec Minotaure, et à partir des langues sémitiques, Chalef-Beit, ou plutôt alphabet. Cette interpolation des différences de sources, d'époques, de niveaux de lecture, de registres iconographiques amène comme une réouverture du sens et de la linéarité de la généalogie historique. Dans l'antre des images et des textes se dessine la possibilité d'une utopie, s'écrit la virtualité d'une nouvelle construction. L'édition suivante est un magazine réalisé par Phil Baber en 2009. La première édition de son Canon Magazine imprimait en risographie de différentes couleurs, sur papier épais et bouffant, avec du bois eux-mêmes de différentes couleurs et qui peuvent se transformer soudainement en couchers blancs brillants. Cette fois, la compilation se place comme chez Ravisux Textor du côté de la littérature, et le canon du titre est ce canon dont l'embrasure est pour Blaise Cendrars, dans Moravagine, un de ses romans les plus sombres, la seule ouverture possible sur l'extérieur. Une énergie de destruction qui définit peut-être l'écriture d'appropriation, de collage, de traduction, de trahison de textes existants comme une proposition littéraire au-delà de la nécessaire compilation de morceaux choisis. En quelque sorte, la modernité des avant-gardes du choc et de l'explosion, plutôt que le bouquet de morceaux choisis de l'anthologie renaissante dont on peut entendre qu'elle est un tendre discours de fleurs, en grec anthos, et Baber de multiplier les formes de la rencontre et de l'opposition des matières polyphoniques. Les figures aux signatures littéraires et intellectuelles, les couleurs, les modes de la composition typographique se suivent et ne se ressemblent pas. Gertrude Stein, Stefan Stemerson, Carl Gustav Jung, Laurence Stern, Georges Kubler, Vladimir Nabokov, Georges Louis Borges, multi- et simple colonnage, réédition recomposée, citation ou frontale facsimilée, les niveaux de texte se multiplient. Le sens de lecture peut basculer à l'horizontale. Le texte de couverture peut commencer en quatrième et se finir en rébut en première. Le dos peut être habité par une note de réemploi visible. L'érudition joueuse et insolente se double d'un discours sur le temps. L'objet a été autoproduit sans moyens spécifiques pendant près d'un an, cahier par cahier, et ce synoptique des différences se justifie aussi des dilatations, des accélérations, des interpolations du présent, du passé et du futur. On se confronte maintenant à un genre d'almanach qui fait retour en 2006 sur 9 ans d'exercice du Centre national de l'estampe et de l'art imprimé, en passe de devenir Centre national édition art image. Un almanach, ou plutôt un inventaire, mais un inventaire raisonné par un certain nombre d'entrées qui ne sont du reste pas rangées par ordre alphabétique. Île-de-France, île, lieu, couleur, histoire de l'art, visiteur, amateur, école, reproduction, etc. Chaque entrée étant confiée à un artiste, à un critique, à la directrice de la structure. Bureau d'études, Pierre Le Guillon, Sylvie Boulanger. Documentation, Céline Duval, Yann Serrandour, etc. La couverture, conçue comme le reste de l'ouvrage par Alex Straub, a, comme souvent, une fonction programmatique. Le papier y est fort, estampé recto verso, façon couvrure tissu de livres classiques. Face externe vert, peut-être d'eau, le CNEAI se situait alors sur l'île dite impressionniste, et intérieur blanc. Il peut se déployer en poster qui catalogue les activités du lieu de 1997 à 2006. La couverture, repliée, marque un décalage entre la couverture verte de communication externe et l'intérieur blanc. Un décalage de format qui se retrouvera dans la structure de tout l'ouvrage. Chaque section ouvrant en page verte de hauteur raccourcie, alors que les contributions spécifiques des pages blanches des sections internes revendiquent leur esthétique spécifique.
Partout, l'antique olive marque de sa silhouette de linéale, expressive, l'institution peut être particulièrement franco-française sous l'égide des impressionnistes. Le dernier cas d'étude de ce deuxième tableau de l'édition contemporaine de compilation est à nouveau un catalogue raisonné, et d'autant qu'ici la logique et l'ordre de désignation des choses, et en l'occurrence des œuvres de documentation artistique, aujourd'hui notamment photographique, est au cœur du questionnement du projet. Comme son nom l'indique, post-document revient sur les formes de la documentation en partant des items de la légende, c'est-à-dire de l'institution, de ce qui doit être lu, des œuvres d'art en situation d'exposition. Chaque numéro de cette revue, mise en forme par Spassky Fischer, édité et pensé par Christophe Lemaître, Aurélien Moll et Rémi Parcollet, s'intéresse depuis 2010, dans un ordre subjectif, à l'une des 16 entrées à la succession immuable de la légende des documentations photographiques d'œuvres d'art contemporain. Artiste, titre de l'œuvre, date de réalisation, matériaux, dimensions, lieu de conservation, lieu de l'exposition, titre de l'exposition, nom du photographe, titre de la photographie, date de la prise de vue, support, appareil, provenance, courtesy, copyright. À l'occasion de son numéro 8, la revue a voulu produire un dit reader revenant sur les 7 premiers numéros. Le numéro 8, Dimension, est consacré à des œuvres présentées dans des institutions intégrées dans des bâtiments industriels réaffectés, et il s'intéresse aussi par là à l'influence réciproque de la monumentalité des lieux d'exposition et des pièces artistiques. Il n'est présenté qu'à l'occasion de cette édition rétrospective. La structure de l'ouvrage, mise en livre par Spassky Fischer, affirme la nature programmatique du projet en y intégrant une dimension aléatoire qui rend justice aussi bien à sa dimension informationnelle et digitale qu'à la nature arbitraire de toute démarche protocolaire et numérique. L'ensemble des pages de présentation des œuvres, couverture comprise, est prise dans une forte trame orthogonale noire découpant la page de format proche du A4 en 4 rectangles égaux numérotés à la manière scientifique d'un genre de tableau des éléments. Les reproductions photographiques monochrome noir s'installent géométriquement par rapport au haut du cadre en laissant libre un blanc tournant. Les formats horizontaux sont plus petits que les formats verticaux, les chiffres de fort corps traités dans la neuilleux-as grotesque qui fait la signature de brutalisme moderniste du studio sont parfois recouverts mais jamais totalement. Parfois, un format horizontal peut apparaître verticalement, parfois une image peut s'inscrire dans les 4 cadres d'une pleine ou d'une double page. La succession des images paraît totalement arbitraire et laissée à la gratuité plasticienne des graphistes, nouveau garant de la documentation de l'ensemble du projet. Presque la moitié de l'édition est occupée par un index de traités encore monumental et police iconique du style documentaire international. Seule cette note pour le lecteur ou cette sorte de légende paratextuelle permet de se repérer et de comprendre la logique structurelle de l'ouvrage. Un ouvrage qui finit avec le numéro 8 de reproduction couleur et de composition traditionnelle de la revue, encore, et longueur de ligne systématique.